Dans le domaine des maisons, il se passe des choses qualifiées de surnaturelles ou paranormales. On fait la différence entre une maison hantée, une maison à hanter et une maison possédée. Bonjour à vous, ou bonsoir si c'est plus approprié. Une maison hantée, c'est une maison dont on dit qu'il est habité par des fantômes. Moi, je rajoute, ou des tas d'autres choses. Une maison à hanter, c'est une maison construite pour attirer des fantômes ou des esprits de toutes sortes, et également des tas d'autres choses. Donc cette maison, les gens l'ont construite pour ça, aussi incroyable que ça puisse être. Une maison possédée, c'est une maison qui est plutôt habitée, dont on dit que les gens, les occupants, sont possédés. Alors, en partant de ces définitions populaires, on peut se poser des questions suivantes et surtout essayer d'y répondre. Est-ce qu'une maison peut être hantée? Si oui, par qui et par quoi? Est-ce qu'une maison peut avoir un gardien invisible, gardé par une personne qui est morte? Est-ce qu'une personne qui est morte peut prendre sous son aile, peut vous prendre par exemple sous son aile et vous protéger, vous et votre maison? Est-ce que des parents morts peuvent rester dans une maison pour la garder ou pour la posséder? Est-ce qu'ils peuvent rester sans savoir qu'ils sont morts? Peuvent-ils rester dans cette maison avec l'intention de veiller sur leurs enfants, sur leur famille vivante? Dans ce podcast, je vais m'attarder sur ces trois premières questions. Mais je reviendrai à une question qui m'a été posée par mail où quelqu'un me demande, quand on t'écoute, quand tu invites les gens à être actifs dans la géobiologie quantique, on dirait qu'il y a un autre objectif caché en plus du nettoyage et des lieux. Et là, je réponds oui et non. Bien évidemment, je vais expliquer. Il y aura peut-être des questions subsidiaires du genre, est-ce que les habitants d'une maison peuvent être possédés? Si oui, par qui et par quoi? Est-ce qu'en construisant une maison à hanter, est-ce que ça marche? Essayons d'y voir un peu plus clair. Quand on dit qu'une maison est hantée, ça veut dire qu'elle est hantée par soit des fantômes, comme on dit aux enfants, ou par des esprits. Ça, c'est le langage des chamans. On dit aussi qu'elle est hantée, qu'il y a des présences. On parle des âmes errantes. Et ça, c'est plutôt le langage des géobiologues et des magnétiseurs. Dans cette logique, toutes ces entités dont on parle, ils ont quelque chose en commun. En général, ce sont des personnes qui ont existé et qui sont mortes. Quand on parle d'une maison à hanter, c'est une autre expérience qui est moins connue dans le langage courant. Et ici, on parle des personnes qui construisent une maison ou en achètent une avec l'objectif que cette maison soit habitée par des fantômes et par des âmes errantes et d'autres choses que l'on verra. Et ces personnes le font avec des objectifs divers. Hein. Par exemple, l'expérience de spiritisme, le goût du risque et des sensations fortes, des croyances de protection et de prospérité en échange énergétique. Il y a des gens qui ont des croyances qu'en donnant une habitation ou une partie de leur habitation, ainsi que des offrandes et des sacrifices, en donnant tout ça à ce genre d'entité, ils vont avoir en retour de la richesse, ils vont avoir de l'argent, ils vont avoir de la protection, toutes ces choses. En plus des fantômes, des âmes errantes et tout ce que je viens d'énumérer, il se rajoute d'autres entités qui n'ont vraiment jamais eu d'existence terrestre dans des corps physiques. On peut parler des entités sataniques, démoniaques, ou archontes, flayers, ou alors leur contrepartie positif. C'est là qu'on parle des anges et des archanges, et des gardiens, des bons gardiens dans le sens le contraire de mauvais. Voilà. Là, je viens de brosser un panorama des choses qui peuvent être présentes dans un lieu, dans une maison, dans ce sens de hanter ou de posséder.
Et dans cette première partie, j'aimerais qu'on s'attarde et qu'on commence par cette première catégorie, c'est-à-dire des fantômes, esprits ou âmes errantes, qui sont des personnes qui sont mortes, donc des personnes qui ont réellement eu une existence. Et je vais commencer par une personne au sens gnostique du terme est composée de quoi? Parce que quand une personne meurt, se décorpore, l'idée ici c'est de voir si l'une ou l'autre des parties qui composent cette personne peut rester dans une maison. Donc c'est ça le fil conducteur d'un sujet qui n'est pas simple. Donc une personne est composée de quoi? Depuis quelques années, j'ai écouté les uns les autres avec beaucoup d'incompréhension et de scepticisme, je l'avoue, mais en même temps j'ai appris. Mais j'ai attendu d'avoir mes propres capacités qui me permettent d'élargir mes champs de perception, mon expansion de conscience, aussi de pouvoir effectuer certaines lectures fréquentielles d'autres plans et d'autres dimensions d'existence. Et ça pour aller chercher mes propres réponses et mes réponses à moi-même. Donc cet article, ce podcast également est basé sur des réponses que j'ai acquises moi-même et pour moi-même, et ça ne constitue aucune vérité à sonner aux lecteurs ou aux personnes qui vont écouter. Mon sentiment est que quand on arpente un chemin comme le mien, comme des tas d'autres personnes, on acquiert, on accède à des réponses. La majorité des réponses sont personnelles, mais il y a une petite pourcentage qu'on peut partager. Et ce que je suis en train de partager ici, ça rentre dans ce cadre-là. À ce jour, je dirais qu'une personne est composée d'une âme et des corps inférieurs qui sont en gros le corps physique, vital, astral et mental. Pour être encore un peu plus précis, quand on parlait d'âme, on parlait de quoi exactement? Là aussi, il faut faire la différence entre des personnes à âme individuelle et des personnes à âme collective. Quand je parlais des personnes à âme collective, je le dis sans aucune connotation. Chaque existence, partout, a sa raison d'être sur l'échiquier. Des personnes à âme individuelle, au sens agnostique du terme, ce sont des personnes qui ont ce qu'on appelle un noyau d'âme qui est une partie de leur esprit réel. On parle aussi d'étincelles divines ou d'étincelles d'esprit. Le reste de tout ce qui compose l'âme, en fait, c'est de la programmation enrobée, de la mémoire, ou on peut parler de la manufacture à partir du moment où on considère que ça a été manipulé quelque part avant d'être réinjecté sur le plan terrestre. L'une des caractéristiques de ces personnes à noyau d'âme ou à étincelle d'esprit, c'est qu'ils ont une faculté qu'on appelle le potentiel créateur ou des capacités créatrices. C'est important de ne pas perdre le fil conducteur de notre sujet parce qu'on est en train d'essayer de savoir qu'est-ce qui se passe à la mort physique de cette personne. Elle peut rester dans une maison pour la hanter, pour la posséder, pour la garder, etc. Ça, je viens de parler des personnes à âme individuelle. Passons maintenant à la deuxième catégorie des personnes à âme collective. Ces personnes qu'on appelle à âme collective, c'est une âme qui se trouvait quelque part sur un plan. En général, c'est le plan astral, et cette âme gère et met en mouvement des corps de façon que ces corps aient une existence humaine, exactement comme une personne à âme individuelle. Il est d'ailleurs impossible de faire la différence si on n'est pas vraiment très aguerri. Et d'après ce qu'on peut voir dans beaucoup de témoignages ou de lectures fréquentielles, ces personnes à âme collective sont majoritaires sur Terre. Quand on connaît un peu le monde occulte qui gouverne le plan terrestre, on sait que ce genre d'âme collectif, c'est de la mémoire terrestre collectivisée, mais qui, cet égrégore est aussi géré par des intelligences ou des êtres qui ont un intérêt à avoir un certain contrôle sur cette masse et sur ces corps. Souvent, c'est pour produire de l'énergie qui alimente certains plans, également pour maintenir le plan terrestre ou d'autres plans, j'en sais rien, dans une certaine ambiance vibratoire qui souvent n'est pas au bénéfice de l'homme, même si à certains niveaux, ça peut réveiller les consciences. Souvent, ces êtres qui gèrent ces égrégores âmes
et qui se manifestent dans les corps humains qu'on croise pour mener des existences normales, humaines. Ils ont des intérêts tellement différents et divergents, on le constate parce que ça pousse les masses qu'ils contrôlent à aller dans des sens contraires chaque fois et à vivre partout dans des affrontements et des tensions permanentes. On l'a vu tout le temps et on le voit aujourd'hui. Et bien évidemment, ça continue de produire plus d'énergie pour ces êtres ou ces intelligences, de produire aussi d'autres choses qu'on ne connaît pas encore. J'imagine également que certains ils en profitent pour, comme s'ils vivaient l'expérience humaine à travers ces personnes-là. Et par extension, ça peut produire une ambiance vibratoire avec plus de lourdeur ou de densité sur le plan terrestre. Alors ces êtres qui gèrent ces mémoires collectives et ces corps, ils ne disposent pas de capacités créatrices, mais de grandes capacités fabricatrices et manipulatoires. À tel point qu'ils ont réussi à fabriquer des mondes en utilisant l'énergie créatrice des personnes à étincelle d'esprit, donc des personnes à âme individuelle. Ils ont même réussi à créer un système qui a endormi ces consciences à âme individuelle de façon à les faire tourner dans les roues qu'on appelle les roues de la réincarnation, mais la vraie appellation que moi je préfère, ce sont des roues karmiques ou des roues de la réincarcération. Pour que ce système tienne, il faut qu'il y ait suffisamment de personnes à âme individuelle qui sont enfermées dedans et qui sont inconscients pour dégager assez d'énergie créatrice et qui va continuer à fabriquer des mondes autonomes, parfois des mondes même autogérés. Alors dans ce système, quand vous comprenez l'importance de cette matière première qui est des personnes à âme individuelle, dans ce système qu'on appelle aussi la matrice artificielle, ces personnes, ces noyaux d'âme, ils sont surveillés de près, que ce soit pendant l'existence, à la décorporation et aussi entre deux existences. Vous avez compris que cette matière première, c'est capital pour le maintien de certains mondes. Alors dans ce contexte, que se passe-t-il lorsqu'une personne à âme individuelle, c'est-à-dire à étincelle créatrice, se décorpore? Et donc je continue de voir avec vous si dans cette composition, il y a quelque chose qui va rester dans une maison quelque part pour posséder, hanter une maison, etc. Ce que j'ai expliqué au début. Lorsque cette personne subit la mort physique, moi j'ai observé des possibilités. Soit la personne s'est réveillée et conscientisée pendant l'existence, donc il a acquis des capacités qui lui ouvrent à ses plans supérieurs, à ses corps supérieurs, donc à sa conscience universelle, et immédiatement son étincelle retourne dans ces plans universels. Et dans ce cas, inutile de commencer à imaginer que cette personne va rester sur le plan terrestre et en train de hanter des maisons, surveiller des maisons, être gardien de tel ou tel endroit, de tel ou tel lieu. C'est d'autant plus impossible que ce genre de personnes n'ont plus aucun attachement, que ce soit en termes matériels et également en termes relationnels. Deuxième possibilité, soit la personne ne s'est pas réveillée, n'a pas atteint un niveau de conscientisation qui lui permet de sortir de ses corps inférieurs. Et là, par toute une série de mécanismes bien huilés, des mécanismes hypnotisants et manipulatoires, cette personne sera orientée vers des plans où il sera, le mot le plus juste, c'est où il sera démembré en termes de corps. Pour le corps physique, j'en parlais pas, tout le monde sait ce que ça en devient. Donc il sera démembré en ce qui concerne ses autres corps inférieurs et son noyau d'âme, donc son étincelle divine sera récupéré, conservé d'une manière ou d'une autre. Il existe plusieurs formes, mais à un moment, il sera reconditionné pour être réinjecté dans une incarnation, pour mener une nouvelle existence et continuer à produire de l'énergie pour des plans dont il ignore les enjeux et même l'existence, car l'inconscience, c'est l'endormissement. À la vue de la valeur de sa matière première, son noyau d'âme, ce système n'est pas fait pour laisser le noyau d'âme traîner sur le plan terrestre pour hanter des maisons, devenir gardien de X ou de Y, y compris même gardien de sa famille. C'est pas
ce que j'observe, c'est que ça ne marche pas comme ça. Et pour ce qui est des personnes à âme collective, à la décorporation, ils ne sont plus que des corps inférieurs et ils seront ingérés par l'espace astral pour l'enrichir au niveau mémoriel et au niveau de la densité. Ces personnes n'ont donc aucune capacité de rester sur le plan terrestre également pour hanter des maisons, des lieux ou être gardien au bénéfice de telle ou telle personne. Alors c'est quoi ces fantômes, ces âmes errantes, ces égomorphes qui hantent, qui habitent les maisons et qui peuvent être considérés parfois comme des gardiens, comme des parents, comme des membres de la famille? Voici mon expérience et depuis que j'étudie ces phénomènes, c'est que ces phénomènes et également les lois qui règnent sur le plan astral et le plan astral qui inclut le plan terrestre. Il m'a semblé approprié de reconsidérer complètement la définition d'âme errante, égomorphe, fantôme qu'on retrouve dans la plupart des ouvrages et aussi dans la pratique de la géobiologie. Également, j'ai largement reconsidéré la vision des chamans, des médiums, des exorcistes et de toute autre personne qui sont très calés qui s'occupent de ces sujets. L'appellation la plus adaptée pour ce qui concerne ces présences comme des fantômes et des âmes errantes, moi j'ai adopté l'appellation de spectre mémoriel d'âme. Ces spectres, ils sont laissés par des personnes décédées qui gardent un attachement sur le plan terrestre. Ils sont en fait, ces spectres, c'est le reflet du corps émotionnel et mental au moment du décès. Et ce reflet est renforcé et nourri par des pensées et les projections de leurs proches connaissances et de la collectivité si la personne est connue par un grand nombre. Ces spectres n'ont pas d'étincelles d'esprit ou noyau d'âme, contrairement à ce qui a souvent prévalu. D'autant plus que même des individus à âme collective, donc les portails organiques, ils laissent ce genre de concentration énergétique. On va garder l'appellation de spectre mémoriel ou concentration énergétique. L'absence du noyau d'âme dans ces spectres, il permet à des tas d'intelligence autonome ou téléguidées de s'installer dedans, d'agir et exister en suivant les lois mixtes humaines et astrales. Mais la loi qui règne souvent dans ce genre de domaine, c'est la loi du mensonge, la loi de la manipulation, la loi de la tromperie envers les humains qui, avec nos 5 sens, et une multitude de croyances. Ces croyances qui ont amené l'humanité à vénérer le monde occulte, le monde invisible. Avec ces croyances, on n'y voit que du feu. Si par exemple une famille passe par un médium dans l'espoir de parler à leur grand-père décédé qui serait dans la maison, je rappelle qu'ici, moi je m'occupe de la géobiologie, pour ce qui serait de parler à des personnes décédées qui se trouvent sur d'autres plans, je ne m'en occupe pas. Dis-moi pas pour l'instant. Donc, si par exemple une famille passe par un médium dans l'espoir de parler à leurs grands-parents décédés qui seraient encore dans la maison pour les protéger, pour garder la maison ou pour les emmerder, puisque ça arrive aussi, en fait, n'importe quelle intelligence qui va s'installer dans le spectre mémoriel laissé par le grand-papa va utiliser cette lecture pour faire croire à ses enfants qu'ils parlent à leur grand-papa. Si cette intelligence est autonome, il va en profiter. Il va profiter d'eux pour leur faire perdre du temps et de l'énergie inutilement. Si c'est une intelligence téléguidée, ceux qui la téléguident vont en profiter pour leurs propres intérêts, des intérêts divers, mais aussi pour se moquer des humains, et ça de manière ostentatoire. Et malheureusement, l'humain l'ignore. Et moi, ce que j'ai observé sur des plans qui aiment gouverner l'humanité, c'est qu'ils aiment se moquer de manière ostentatoire des humains qui sont endormis, qui sont inconscients. Toutes ces choses dont je viens de parler, qui s'installent dans ces spectres mémoriels des personnes décédées, comme ça suit d'autres lois, ils vampirisent et perturbent les occupants d'un lieu pour se maintenir et garder un ancrage sur le plan terrestre. Cette superposition des spectres mémoriels sur un plan où le temps est linéaire pour les humains qui n'y voient rien, c'est une technique qui permet de maintenir l'espace terrestre dans une certaine confusion. Ces spectres sont souvent aussi
utilisés par ces plans gestionnaires de l'espace terrestre pour maintenir leur agenda. Par exemple, maintenir le taux vibratoire des lieux spécifiques dans des basses fréquences. Viser, et ça c'est important, viser des personnes qui se réveillent, qui se conscientisent pour leur créer des obstacles, pour leur créer parfois plonger leur fréquence. Mais ce qui est important à comprendre ici, c'est que ce genre d'obstacle est créé dans ce sens-là sur le chemin d'une personne qui se conscientise. Ça ne vaut plus rien parce que une personne qui se conscientise, il observe ces obstacles comme des opportunités, comme des questions à trouver immédiatement, des réponses par son intelligence et des obstacles à sauter par sa puissance. L'autre utilisation de ces spectres que j'ai trouvé et qui est encore plus tordue, c'est que ça sert à former des hologrammes et ces hologrammes, ils sont souvent projetés dans la psyché d'un proche de cette personne qui est décédée. Si ce proche décède à son tour, pour l'attirer vers des plans où il sera encore piégé pour la réincarcération. Donc, dans cet exemple d'une famille qui pense parler à leur grand-papa, si une personne de cette famille meurt, il sera facile pour des plans dédiés de lui projeter l'hologramme de son grand-papa qu'il a eu l'habitude de soi-disant de parler dans la maison, soi-disant qui gardait la maison. Et donc, ils vont utiliser cet hologramme du grand-papa et conduire son membre de la famille là où ils veulent. Souvent, dans la géobiologie, on disait que des personnes qui sont décédées, ils sont là, mais ils ne savent pas qu'ils sont morts, de mon point de vue. Et ça n'engage que moi. C'est faux. En réalité, ce sont autre chose qui habitent ces spectres mémoriels qui sont semblables à des copies énergétiques de la personne décédée. Et n'importe quoi qui va occuper cette copie, suivant son niveau, suivant son intelligence, la majorité, ils vont pas savoir qu'ils sont morts parce que c'est pas eux. Ces autres choses qui occupent ces copies, ces spectres, ils vont avoir accès à certaines informations de manière précise car inscrites dans ces spectres mémoriels. Ils vont aussi avoir des informations parce qu'il y en a qui sont capables de lire les pensées entretenues par les vivants par rapport à la personne décédée. C'est pourquoi quand vous écoutez par exemple un médium qui croit parler à un membre de famille, quand on écoute bien, il y a des incohérences, il n'y a pas de fil conducteur en termes de conversation. Je compare ça à une personne qui commence à avoir un savoir certain sur la lecture des plans et des dimensions. Lorsque cette personne regarde ce qu'on appelle la matrice artificielle ou la réalité virtuelle, elle voit des grinches ou des petits bugs. C'est exactement la même chose lorsque cette personne écoute la conversation entre un médium et une personne soi-disant décédée qui occuperait ou qui est restée dans la maison sans savoir qu'il est mort ou pour des raisons qu'il gardait la maison ou qu'il veut garder et occuper son terrain. Lorsque ces choses ont affaire à un médium ou un télépathe centrique qui est dans sa souveraineté, qui n'a plus aucune fascination du monde invisible, ces choses vont devenir de plus en plus incohérentes et puis ils vont disparaître. Et puis plus rien. Nada. L'une des caractéristiques aussi, c'est que ces choses, ils ne peuvent pas tenir une conversation soutenue pendant longtemps avec une personne qui n'est pas sous la soumission du monde invisible. Évidemment, si c'est une personne qui écoute l'invisible et que soudainement elle est submergée d'émotions, de domination, c'est bingo pour eux. Mais lorsque ils sont confrontés à une personne qui n'a plus aucune soumission du monde invisible, ça tient pas. Et quand je dis aucune soumission ou aucune fascination du monde invisible, je dis également que ça marche pour le monde visible. On observait qu'ils se déconcentrent très vite, ils perdent le fil parce qu'ils sont en train de lire
un spectre mémoriel des pensées des vivants. C'est une lecture qui parfois devient aléatoire. Parce que ce n'est pas la personne qui a eu réellement ces mémoires. Si cette chose, par exemple, est en train de se faire passer pour votre grand-papa, qui serait resté pour veiller sur vous et sur la maison, et que vous décidez d'établir un contact, si vous êtes vous-même dans l'émotivité, si vous avez aussi un médium pour qui le monde occulte et invisible est quelque chose de fascinant, eh ben c'est bingo. Par contre, si vous êtes centrique, si vous êtes supra, si vous passez, ou même si vous passez par un médium ou un télépathe qui sait que le monde occulte et invisible a la trouille de l'humain conscient, si vous savez que le monde occulte a la crainte de l'humain ou de la femme est réveillée, de l'humain, de l'homme ou de la femme qui sait, cette conversation va être très brève, puisque ces choses ne vont pas tenir longtemps. Ils le savent, ils ne peuvent pas garder l'attention pendant longtemps. Ils savent où se trouve la puissance. Ils savent en fait ce mythe de l'inversion des choses. C'est ce mythe qui dit que la puissance se trouve dans les ciels et qu'en bas, chez l'humain, c'est le néant. Alors que c'est tout à fait le contraire. Concernant cette possibilité de parler aux morts, j'ai un exemple personnel que j'ai pas le temps d'évoquer dans un podcast parce que j'évite de faire des vidéos trop longues. Mais dans l'article que je vais publier sur mon site internet petergeobiologie-thérapie.com, ce sera beaucoup plus détaillé, et je vais également publier cet article sur le site unité-vibratoire.com, unité au pluriel et vibratoire au pluriel. Dans ce podcast, au début, je sais que j'avais toute une série de questions à répondre, mais finalement, la seule chose que j'ai à dire ici pour conclure, c'est ne vous faites pas avoir par les premières impressions, ni les deuxièmes, ni les troisièmes, et même ni les xème. Fiez-vous à votre intérieur, fiez-vous à votre conscience. Ne vous faites pas avoir par des tas de croyances de toutes sortes, que ce soit des croyances anciennes ou nouvelles. Ne vous faites pas avoir par des traditions de toutes sortes, que ce soit des traditions anciennes ou nouvelles. Dans ce podcast, j'ai pris en considération des entités ou une situation qui concerne les personnes qui ont existé, qui ont eu une existence physique, et c'est ce que j'avais à en dire. Il reste à voir et à décortiquer ce qui concerne des êtres qui ne peuvent hanter ou posséder une maison alors qu'ils n'ont jamais mené une existence humaine. Et là, je parlais des entités démoniaques, sataniques ou archontiques, archangéliques, angéliques, et des déités de toutes sortes qu'on trouve dans des tas de traditions à travers le monde. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces choses peuvent être chassés de n'importe quel lieu qui vous appartient. Il y a une petite loi qu'il faut connaître. Je ne vais pas faire une vidéo trop longue. Je vais évoquer cette partie pour la prochaine vidéo. Par contre, pour que je n'oublie pas, je réponds donc à la question d'une personne qui m'a dit: quand on t'écoute à inviter les gens à être actifs dans la géobiologie quantique, on dirait qu'il y a un objectif caché en plus du nettoyage de lieux. Voici ma réponse: oui et non. Oui, il y a un autre objectif qui d'ailleurs est plus important pour moi que le nettoyage de lieux. Alors, le non, c'est que cet objectif n'est pas caché, et je peux l'exprimer ici même. Dans les sessions de géobiologie quantique, nous invitons les gens à prendre place dans leur corps, dans leurs cellules, dans leurs particules, ainsi que dans les lieux où ils habitent et les lieux où ils travaillent. Et ça, c'est pour assumer et assurer leur présence. J'estime qu'il n'y a plus aucune raison, il n'y a aucun motif à exister et à vivre sur la pointe des pieds, avec la peur au ventre, pour le monde visible et pour le monde invisible. Lorsqu'une personne prend conscience qu'elle peut faire ce qu'on fait en géobiologie quantique, elle n'est plus tétanisée par des formes et des forces qu'elle peut croiser, peu importe la dimension, peu importe le plan. C'est un entraînement atomique d'athlète.
mais là je parle d'athlète vibratoire. J'étais sur le point de vous dire à bientôt et là je pense à quelque chose que je voulais mettre dans l'article, mais je vais vous le dire très brièvement ici. Je vous ai dit tantôt que certains plans, ils passaient leur temps à se moquer de l'humain parce que l'humain endormi, parce que l'humain inconscient, parce que l'humain a des sens très réduits. Je vais vous raconter une anecdote que j'appelle la Germanwings. En 2015, je viens de regarder la date, je crois que c'était le 24 mars, il y a eu un accident, un crash d'avion qui s'est passé dans le sud de la France, ça doit être pas loin de Marseille. J'étais très malade, donc je ne bougeais quasiment pas dans mon lit. Mais je me posais tout un tas de questions sur l'existence et sur la vie, en même temps, je ne disposais d'aucune connaissance sur quoi que ce soit. J'ai été athée toute ma vie, à part mes premières années, avant 10 ans avec mes parents. Mais le reste, j'ai été athée et je m'en foutais, que ce soit du monde invisible ou invisible et des dieux de toutes sortes ou des extraterrestres. Enfin, je savais qu'il existait d'autres planètes, mais ça s'arrêtait là. Ce jour-là, j'étais donc allongé dans mon lit comme ça faisait plus de 3 ans que j'étais allongé là-bas. Et lorsque cet avion s'est écrasé, il y a une question qui m'est passée dans la tête. Je me suis demandé, mais est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un ou des gens ou des trucs quelque part qui sont physiquement un peu plus grands que les humains, mais qui nous jouent comme dans un jeu vidéo. Je me souviens très bien, c'était vers 10h du matin. Vers midi, j'ai eu envie de fermer les yeux. Et lorsque j'ai fermé les yeux, quand on ferme les yeux, normalement, on voit le noir. Donc, on tombe dans quelque chose. En tout cas, c'est pas comme s'il y avait de la lumière. Mais moi, c'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que tout de suite, un espace s'est projeté devant moi. Et dans cet espace, il y avait... un peu au loin, il y avait des êtres énormes avec une morphologie humaine, mais avec le corps, c'était comme du métal ou du fer. En tout cas, c'était pas un corps de chair. Ils tenaient des manettes et c'est comme s'ils jouaient la vie sur Terre comme un jeu vidéo, justement. Je sais pas si c'était pour répondre à la question que je venais de me poser, mais c'était ça me semblait tellement vrai et flagrant. Et en plus, ces êtres, ils étaient en train de rire. Donc, moi, ce qui m'a été montré, c'est ce jet qui a projeté cet avion. Enfin, qui a fait cracher cet avion. Et lorsque l'avion s'est craché, ces êtres, genre métalliques, avec un rire plutôt pas très sexy, parce que moi, j'ai pas oublié l'haleine, en fait, parce que j'ai senti l'haleine de ces machines-là, ces hommes machines, l'haleine, je dormais pas, je venais tout juste de fermer les yeux, il était midi, et l'haleine qui sentait le soufre, et donc, j'ai sursauté. Comme j'étais malade, je me suis dit, c'est ma tête qui me joue les tours. Peut-être que je suis en train de devenir fou. Donc, mon existence a continué tant bien que mal. Vers l'année 2018, j'ai découvert la spiritualité. Je me suis soigné là-dedans. On m'a soigné là-dedans. Et donc, je m'y suis intéressé. Et dans la spiritualité, il y avait une pratique qu'on appelle Ho'oponopono, c'est une pratique qui parle de la gratitude. Et à un moment, je ne sais pas ce que j'ai fini de faire parce que j'avais été soigné, j'avais été guéri, donc j'avais repris un certain nombre d'activités et donc j'ai effectué une pratique de gratitude en utilisant ce truc qu'on appelle Ho'oponopono. C'est un truc qu'on dit, je crois, pardonnez-moi, je suis désolé, je t'aime, etc., etc. J'ai oublié ça parce que ça fait quand même... maintenant plus de 3 ans. Et donc j'ai fini cette pratique de Ho'oponopono. Je voulais faire une sieste sur mon canapé, donc je me suis allongé, j'ai fermé les yeux et bam, qu'est-ce que je vois encore devant mes yeux? Je vois les 3 hommes machines que j'avais vus en 2015 dans un espace, et cette fois-ci c'était beaucoup plus bucolique, mais avec la même attitude de moquerie. Et cette fois-ci, ils se moquaient de moi par rapport à cette gratitude que je venais de faire par l'Ho'oponopono. C'était tellement flagrant. Donc dans la spiritualité aussi, il y avait beaucoup de confusion.
Je n'avais aucune autorité, je n'avais aucune souveraineté. J'étais en soumission totale au monde invisible. Donc, mais là, ces êtres-là, j'ai pas oublié, c'était la même stature et c'était les mêmes. Ils portaient des trucs de toge vertes avec des jupes rouges. Tout en ayant un corps qui n'est pas de chair, donc un corps, des corps à métaux, enfin, je dire. Donc ils se moquaient encore de moi avec cette haleine et cette odeur de soufre. Là aussi j'ai sursauté, j'ai été choqué. Donc j'étais dans la spiritualité, j'ai pas su ce qui m'arrivait, mais en tout cas ce qui m'a gêné c'était que c'était les mêmes êtres que pour la Germanwings. Et je vous raconter tout ça pourquoi d'ailleurs, oui. C'est que je voulais vous montrer à quel point le monde en fait occulte et le monde de l'invisible se moque éperdument des humains. Et moi là, à l'époque, j'étais en train de faire une pratique de gratitude, je sais pas quoi, je remercie l'univers, enfin bref. Et il y avait en superposition un plan, un monde invisible qui se moquait éperdument de moi et qui se foutait de ma gueule. C'est seulement après avoir parcouru pas mal de plans que je sais ce que c'est que tout ça. Et là je vous dis à très bientôt.